Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors demain matin, dimanche, quand nous allons nous réveiller, ce sera pile 2 semaines depuis le départ du Vendée Globe, depuis les Sables d'Olonne. Et demain, il ne restera plus que 2 concurrents, peut-être un, maximum 3 dans l'hémisphère nord. Ils sont tous en train aujourd'hui, ce soir, cette nuit, de passer l'équateur, de passer donc cette ligne entre les deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Passer l'équateur ne veut rien dire, à part les rites dont je vous ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, et je vous encourage à le voir. Le passage de l'équateur, il est sur ma chaîne YouTube de Thomas Ruyant, qui est le premier cette semaine à s'être extirpé du poteau noir et franchir l'équateur, suivi par tous les autres, leurs vidéos des rites de passage de l'équateur. Ce n'est pas qu'ils soient superstitieux, mais c'est beau, ça existe depuis longtemps. Enfin, je ne vous en parle pas, je vous en ai déjà parlé ici sur ma chaîne YouTube. On va faire le point de la semaine et cette semaine, ces dernières semaines, ça a été surtout la bagarre, vous vous rappelez, pour aller au maximum, passer le poteau noir là où il était le moins gros. Et certains ont eu beaucoup de chance. Regardez donc par exemple le violet d'orange qui vient juste de le passer ce matin. Je vous ai vu la vidéo aussi de sa joie explosive et puis de ça. Je pense que la phrase de Violette... avant de faire le Vendée Globe, il faudrait apprendre à ouvrir une bouteille. Je pense que cette phrase deviendra culte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai mise ce matin en ligne de son passage de l'équateur, elle est hilarante. Mais en même temps, j'aime, comme je vous disais, cette fille. J'ai fait aussi un portrait de Violette d'Orange hier. J'ai mis beaucoup de temps à chercher les infos, aussi à faire un montage. Donc j'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, mettez des commentaires parce que ça me permet aussi de savoir pour les autres portraits que je vais faire des uns et des autres parmi les skippers du Vendée Globe. Ça me permettrait de voir, si vous me laissez des commentaires, qu'est-ce qui vous plairait de savoir, qu'est-ce que vous voudriez découvrir dans un portrait. Pour le moment, j'ai juste fait des filles. J'ai fait juste le portrait de Justine Métro pour le moment et aujourd'hui celui de Violette d'Orange. J'ai très envie de m'apprêter à faire un portrait de Louis Duc bientôt, mais enfin, je vous en reparlerai. Revenons sur notre semaine. Donc cette semaine, c'était la manière de passer le mieux le poteau noir. Et je vous disais, Violette, elle a eu la chance d'avoir un poteau noir où il n'y a eu quasiment pas de problème. Elle l'a passé comme dans du beurre. Il était tout petit comme ça. Elle n'a pas eu ni les gros orages, ni les gros nuages, ni les soucis du poteau noir. Alors que d'autres, comme Louis Duc que je citais à l'instant, eux, ils ont eu un poteau noir. Louis Duc nous a même dit qu'il allait nous faire le rite de passage un peu plus tard parce qu'il a passé le poteau noir avec la tête cognée contre les parois du bateau et à moitié la tête à l'envers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère qu'il nous le dira bientôt dans une vidéo. Donc après, cette semaine, c'était surtout ça. Comment sortir et puis surtout qui va sortir le premier, qui va attraper les alizés du sud-est pour aller au mieux. Et à ce jeu-là, sur les derniers jours, même si c'est Thomas Ruyant qui l'a passé en premier, celui qui s'en sort le mieux pour le moment, c'est Charlie Dalin. Charlie Dalin, rappelez-vous ce que nous a toujours dit Jean-Luc Vandenet sur ce garçon. Il faut le regarder de très près parce que c'est un des favoris de Jean-Luc et moi je fais confiance à Jean-Luc. Ils sont plusieurs favoris. Il y a 10 favoris dans ce Vendée Globe. Ça ne veut rien dire, les favoris. Nous savons bien que plein de choses peuvent arriver à Mer. On ne sait jamais. À Mer est dans une aventure en général. L'aventure est cette chose dont on ne connaît jamais l'issue lorsqu'on part. Donc, le Vendée Globe, c'est pareil. Ça ne veut rien dire, les favoris. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, en tout cas, au moins les bateaux à foil et les bateaux de dernière génération construits pour le Vendée Globe 2024, ils sont en tête. Alors, donc c'est un peu ça, c'est un peu cela ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, où nous en sommes, donc en ce samedi, plutôt dimanche matin, parce que vous verrez ma vidéo plutôt dimanche matin. Dimanche matin, quand vous allez vous réveiller, comme je vous le disais, la plupart des skippers seront passés dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, oui, il fait plus beau, je vous l'accorde. Ils ont eu beaucoup de chaleur, donc il faut être content de commencer à aller un peu plus vers la fraîcheur. Il y a la bagarre, vous pouvez le voir, je vais refaire un tracker bientôt, peut-être pas demain, mais peut-être plutôt lundi. On peut le voir déjà, les deux groupes qui se forment. Vous avez le groupe de tête qui est fermé par Louis Burton. Louis Burton qui a dû réparer, qui avait pris du retard, et bien là, il est en train de recoller au peloton du groupe de tête de Foyles. Donc il y a ce groupe-là qui est en train d'attraper une dépression au niveau du Brésil, et cette dépression devrait les porter jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Peut-être qu'il y aura 13 bateaux qui profiteront de cette dépression-là. On va le voir dans la semaine, on va le voir dans les prochains jours. De toute façon, comme je vous disais, on va faire un tracker bientôt et on y verra un peu plus clair sur qui va attraper la dépression et prendre de l'avance et bien prendre de l'avance. Déjà aujourd'hui, si on regarde la carte, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a déjà, alors qu'avant ils étaient tous un peu dans un mouchoir de poche,
non seulement entre les 3 différents groupes de skippers, mais même parmi ceux du devant, il y a des distances qui commencent à s'agrandir. Alors on peut dire cela, on peut rappeler aussi que cette semaine a été assez allaitante parce qu'on attendait tous de voir l'option de Jean Le Cam. Son option S qu'il a remis un peu dans les choux, là alors je vous parle, il est 20e, mais en même temps il a 11 nœuds, donc... Et on se rappelle que c'est un bateau à dérive, donc on ne va pas le comparer avec les foils. Donc moi je suis quand même encore en train de regarder qu'est-ce qu'il va faire avec sa descente, parce qu'il n'est pas exclu quand même qu'il s'en sorte pas si mal que ça. Et puis, puisqu'on y est, je vais vous parler des bateaux à dérive un peu rapidement. Cette semaine, moi je les suis de près les bateaux à dérive, vous le savez, si c'est Benjamin Ferré qui est celui qui a été le plus souvent en tête sur la première semaine de course, sur cette deuxième, on a vu remonter, par exemple, pas remonter, mais surtout parce qu'il était mieux placé dans l'Est, on va voir que Violette d'Orange, sur un vieux bateau de 2008, qui a fait 5 Vendée Globe de Jean, l'ancien bateau de Jean Le Cam, elle se débrouille pas si mal. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, moi, ce que je regarde dans cette course? Je regarde les dérives et les foils, mais je regarde surtout comment se débrouillent les vieux bateaux face aux autres. Oui, il y a une chose qui est évidente, c'est que quelque part, ces conditions sans vent ont favorisé les dérives par rapport aux foils. Les foils ont besoin de plus de vent pour faire ces vitesses spectaculaires. On les a vus par moments, justement, dans ces 2 semaines. Le mois où il y a quelques jours, ils étaient à 30 nœuds, à 35 nœuds. Mais globalement, les dérives ont pas mal tiré leur épingle du jeu pour le moment. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste vous rappeler pourquoi je vous parle de dérives. Parce qu'aujourd'hui, en tête de dérive, vous trouvez Jean Le Cam, ce qui est un peu normal, c'est un nouveau bateau à dérive. Et ensuite, juste derrière, Louis Duc et Violette d'Orange. Louis Duc et Violette d'Orange qui ont des vieux bateaux. Violette, un bateau de 2008. Louis Duc aussi, un bateau de 2008. Rappelez-vous, c'est une épave. C'est une très belle histoire. Vous avez ma vidéo avec Louis Duc aussi sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur son bateau. Ce ne sont pas les plus anciens bateaux de la flotte. Le plus ancien, c'est Antoine Cornic, bateau construit en 2005. Antoine Cornic, qui avait arrêté un peu la vie de course au large pour se consacrer à une vie professionnelle. Il a été à La Rochelle, restaurateur, etc. Il refait un Vendée Globe. Quand je l'avais interviewé, au début, je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il va faire. Mais en fait, il se débrouille pas si mal du tout sur son très vieux bateau. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire cette semaine. Ce que l'on peut dire sur ces premières 2 semaines de course, c'est qu'un seul bateau a abandonné, Maxime Sorel. Les autres, même si certains ont dû réparer, comme le bateau hongrois ou comme Louis Burton sur Bure-Valley, ils sont toujours en course. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le dernier bateau, qui est celui du concurrent hongrois, est en train de contourner le Cap Vert pour aller lui aussi s'en sortir, essayer de se sortir de ce pot de noir. Devant lui, c'est le concurrent chinois qui s'accroche et qui aura peut-être passé l'équateur au plus tard demain matin, peut-être. Enfin, on va voir. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, en ce dimanche matin quand vous me regardez, ou samedi tard dans la nuit quand vous regardez ma vidéo. Nous en sommes là, tout le monde est en course, ils se dirigent tous vers l'hémisphère sud. Et si l'équateur dont on a beaucoup parlé ne veut rien dire en soi du point de vue de navigation, ben là, maintenant, ça va commencer à être intéressant. C'est là qu'on verra les marins, c'est là qu'on verra aussi les stratégies, et c'est là qu'autour du cap de Bonne-Espérance et à la suite, dans l'océan Indien et dans les mers du Sud, on va voir un peu, ça va être peut-être plus palpitant. Bref, j'arrête là. On va retenir de cette journée de samedi 22 novembre, il y a plusieurs choses à retenir. D'abord Louis Duc, et je vous passerai la vidéo, et je vais vous passer la vidéo tout à l'heure dans l'image du jour. Ce sera mon image du jour d'aujourd'hui, mais je la passe tout à l'heure parce que je ne l'ai pas encore. Là, je vais vous laisser finir ceci avec, j'ai raccourci, j'ai fait un petit résumé de la visio de Violette d'Orange. Une fois qu'elle venait de passer son équateur, on a vu la bouteille, on a vu tout ça, c'était très drôle, mais on l'a revu dans la visio qui était un peu longue. Là, j'ai coupé les moments les plus intéressants où elle nous parle de la chaleur, où elle nous parle de la peur, où elle nous parle de son bateau Hubert dont elle est bien fière, et où elle nous parle aussi de comment elle se débrouille à mer. Voilà, je vous laisse, je vais vous quitter mon résumé hebdomadaire avec ce petit raccourci de la visio de Violette. Je vous embrasse, je vous retrouve peut-être demain, peut-être lundi pour le tracker, et puis bientôt en France aussi. Je suis vraiment heureuse de ma course jusqu'à maintenant, et je suis heureuse sur mon bateau. Et c'est vrai que ce matin c'était assez rigolo parce que je savais pas s'il fallait que je fasse cette tradition ou pas d'ouvrir une bouteille à 8h du matin. Ça me paraissait complètement bête d'ouvrir une bouteille que j'allais pas trop boire, mais je l'ai fait pour la tradition, et comme ça
suis sûre de ne pas avoir de malheur de Neptune parce que j'ai bien respecté la tradition de l'équateur. C'est assez rigolo et je suis très heureuse de découvrir enfin l'Atlantique Sud. C'est que mon bateau il est costaud et ça me met en confiance pour les mers du Sud. Et puis ensuite c'est un bateau qui est assez rapide et je le vois par rapport aux autres bateaux à dérive, je m'en sors bien depuis que j'ai commencé à naviguer sur ce bateau-là, donc c'est juste une chance incroyable et j'essaye d'en prendre soin. Et j'ai réussi à bien m'en sortir en regardant les images satellites pour jouer avec les nuages et donc je suis plutôt contente et au final j'ai pas eu peur du tout. J'ai eu un peu de stress avant d'entrer mais une fois dedans j'ai compris que c'était pas du tout dangereux. C'est vrai qu'en ce moment il fait trop chaud et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir passé l'équateur parce que ça veut dire que maintenant il va faire ça va se rafraîchir normalement un petit peu parce que en fait ce qui est compliqué c'est que c'est difficile de dormir quand il fait hyper chaud et même la nuit j'ai trop chaud donc j'ai hâte de descendre un peu vers le sud pour que ça se rafraîchisse. Il y a pas mal de fruits qui ont commencé à périmer. J'ai dû mettre à l'eau, mais sinon après l'alimentation elle est un peu plus légère que dans le sud par exemple parce qu'on a besoin de moins de calories et j'ai des choses assez salées et par exemple j'utilise de l'hydratif, c'est des pastilles que je mets dans l'eau pour essayer de garder l'hydratation. Donc voilà, c'est un peu plus salé que d'habitude et un peu moins calorique. Ah oui, il y a des moments de stress, il y a des moments de stress, de doute, un peu de peur parfois, je le cache pas, ça m'arrive comme je pense beaucoup de skippers. Après j'essaye de le gérer comme je peux, j'ai beaucoup de petites choses qui peuvent me permettre de penser à autre chose, de me rassurer, que ce soit des photos, des mots de mes proches, des vidéos de mes proches, ça m'aide énormément quand je me sens pas bien. Et puis après j'essaye de me rassurer en analysant pourquoi est-ce que j'ai ces émotions-là et me dire si je stresse de ça, est-ce que c'est rationnel, est-ce qu'il y a une solution, et puis s'il n'y a vraiment pas de solution, ça veut dire que ça sert à rien de stresser, je peux rien. Donc voilà, j'essaie d'analyser un peu ça pour m'aider à mieux réagir.